Je voudrais d'abord remercier la librairie Nakoja qui nous accueille aujourd'hui et surtout vous remercier vous d'être là, de prendre du temps sur votre dimanche pour nous joindre et nous écouter. Je vais faire d'abord une petite introduction sur cette pièce de théâtre pour vous dire un peu l'origine de cette pièce. Et puis par la suite, ça sera une introduction courte. Par la suite, on va faire une lecture. Ça sera une lecture, on ne va pas jouer la pièce. J'espère qu'un jour, on pourra le monter dans un théâtre, dans une vraie théâtre, et que vous serez conviés à ce moment-là. Mais aujourd'hui, on va faire qu'une lecture. Et puis après la lecture, je suis là pour répondre à vos questions et puis échanger autour d'un verre. Le temps qu'il faudra, comme vous voulez. Donc pour la lecture, je voulais d'abord remercier Hamideza Javedan qui va nous aider, ses conseils nous ont beaucoup aidé à monter cette lecture. Et puis Leila Saber, ma muse, mon inspiratrice, qui sera notre reine d'aujourd'hui, notre reine Shirin aujourd'hui. Et puis mon ami Kamran Garamaye qui va nous accompagner avec son Saint-Tourmé de Dieu donc, au cours de cette lecture. Tout d'abord, je prends mon livre à moi. Ce livre n'est pas un livre historique. Ce n'est pas non plus une traduction de l'œuvre de Nezami. Pour les Iraniens qui connaissent bien Nezami, Khosrow et Shirin, ce n'est pas du tout une traduction. C'est une interprétation libre de l'œuvre de Nezami qui est plus sous forme d'un peu roman, mais là c'est une pièce de théâtre et focalisée sur une partie de ce roman. En fait, ce roman de Nezami est basé quand même sur les faits historiques, puisque Amir Khosrow a été un des derniers rois de la dynastie sassanide au 7e siècle de notre ère en Iran, et il était un des rois. Il a eu des problèmes, des difficultés à arriver au pouvoir. Il y a eu une guerre civile. Il a fallu qu'il se rallie et qu'il fasse une alliance avec l'empereur romain. Et il a eu plusieurs femmes, dont Marie, la fille de l'empereur romain, justement, et puis Shirin, une princesse arménienne. Et puis Khosrow, un jour, a décidé que son fils cadet, le fils de Shirin, serait son successeur, et pas son fils aîné, qui était le fils de Marie. Suite à ça, il y a eu un coup d'État, et il s'est fait tuer. Voilà, donc son gouvernement a été renversé. Et mon intuition, je ne suis pas du tout historien, du tout, j'ai une intuition, je pense que le fait de ce choix de son successeur a dû alimenter un peu la légende de son amour pour Shirin. 50 ans après la règne de Khosrow, l'Iran a été envahi par les Arabes, l'islam a été imposé ainsi que la langue arabe, donc il y a eu tout ce qui était histoire écrit, ça a été perdu, donc il n'y avait que l'aspect oral qui a survécu. 4 siècles plus tard, Ferdowsi, notre poète, on le dit, c'est le père de la langue persane, a écrit le livre des rois. Et dans ce livre, il raconte l'histoire de tous les rois. Et à un moment donné, il raconte l'histoire de Khosrow. Mais son histoire, à lui, il le raconte sous l'aspect politique, les guerres, donc c'est plus des intrigues du palais, de la vie de Khosrow. Il n'est pas du tout question de l'amour de Khosrow pour Shirin. En fait, un siècle après Ferdowsi, Nezami, il écrit ce livre, Khosrow et Shirin, et il en fait une histoire d'amour chevaleresque. Ce qu'on dit en France, amour courtois. Donc c'est vraiment, le roman est focalisé sur l'amour de Khosrow et Shirin, et il introduit un personnage, Farhad, qui a un amour pur, c'est un tailleur de pierre, et un amour pur vis-à-vis de Shirin. Et là, il invente le triangle amoureux, qui était déjà pour son époque une grande innovation. Shirin avait le choix entre l'amour charnel avec Khosrow ou l'amour pur avec Farhad, avec un roi et un tailleur de pierre. Et il a rajouté des ingrédients d'un roman, romanesque, et il y a eu beaucoup de succès. Là, c'est le livre de Khosrow et Shirin, et puis il y en a même qui pensent que il y a l'histoire de Shirin et Farhad. En fait, le livre, c'est Khosrow et Shirin et Farhad qui venaient ajouter son grain de sel. Voilà.
Donc ce livre a eu beaucoup de succès depuis, il y a eu beaucoup de films qui ont été tournés, même en Inde, j'ai vu, il y a l'histoire est très connue dans la région. Et puis moi, j'ai trouvé que c'était très actuel, cette histoire, et j'ai voulu en faire une pièce de théâtre et focaliser sur effectivement ces relations triangles amoureux entre Khosrow, Shirin et Farah. Voilà. Voilà pour l'introduction, j'espère que je n'ai pas été trop long, je ne veux pas vous ennuyer. On va passer plus à la lecture qui va être plus intéressante. Pour commencer la lecture, je vais déjà me positionner, disons, mettre le contexte, ce qui s'est passé. C'est qu'au début de l'histoire, Khosrow est le dauphin. Il entend parler de Shirin, qui est une femme indépendante, princesse d'Arménie, qui monte à cheval, et il en tombe amoureux. Et en plus, il y avait une légende comme quoi le roi iranien va se marier avec une femme indépendante de tel type. Un roi qui a rêvé ça. Donc, il décide que Shirin sera la femme de sa vie. Alors, il envoie son ami avec un portrait pour aller demander la main de Shirin. Shirin, au début, elle hésite, et sa mère est contre. Donc, par défi pour sa mère, elle fait un fugue pour venir voir Khosrow à Tisfoun. Et pendant ce temps-là, en même temps, le père de Khosrow pense que Khosrow veut faire un coup d'État. Khosrow est en état difficile, donc il doit quitter le Tisfoun, et il se dit, je vais aller en Arménie. Et en fait, ils se croisent sur le chemin, mais ils ne se reconnaissent pas. Ça, c'est très connu, cette scène, on ne le joue pas, mais en Iran, c'est très connu. Ils se croisent autour d'un lac, d'un étang d'eau, mais sans se reconnaître. Et Shirin, arrivé à Tisfoun, il s'aperçoit que Khosrow est parti, et très vite, elle retourne en Arménie. Donc c'est là où la lecture va commencer. Shirin est retournée en Arménie et Khosrow et Shirin commencent à s'apprivoiser. Khosrow, il est là en attendant que les choses s'arrangent avec son père. Et puis ils se font des courses de chevaux. Voilà, on commence par là. Une belle journée pour fêter une nouvelle victoire. Voyez-vous ce soleil qui se réjouit, les oiseaux qui se délectent dans ce chant de la victoire de Shabdiz? Victoire, victoire. Seulement d'une tête. Hey. Mais je reconnais votre victoire. J'ose espérer que vous nous laisserez l'opportunité de prendre notre revanche. La prochaine fois, mon cheval Toufan sera moins complaisant. Moins complaisant. Quelle plaisanterie. Il aura surtout besoin d'être plus rapide. Bien entendu, vous aurez votre revanche. Chevaucher Shabdiz est mon plaisir suprême. Nous pourrons faire des courses à cheval des heures durant jusqu'à la fin de notre vie. Je vous envie. Vous êtes libre. Vous vivez votre passion avec fougue, sans vous soucier du jugement de la foule, des remarques, des discours, des convenances. Et vous, quelle est votre passion dans la vie? Ah, ma passion. Ma passion jusqu'à notre rencontre au bord de cet étang, c'était la chasse au lion. Mais à votre vue, je fus subjugué et ensorcelé par vos charmes. Ils m'envahirent d'une façon si abrupte que j'en perdis l'usage de la voix. Et depuis, le cours de ma vie a pris un tournant qui m'étourdit à chaque moment. Au début, vous n'étiez qu'un rêve. Vous êtes devenu une rencontre. Et maintenant, une réalité, un élan, une passion. Plus je vous découvre, et plus mon ardeur devient amour.
à la chasse au lion, j'étais aguerri, maître du temps et béni. Avec vous, je suis démuni, l'esclave de l'instant, un être soumis. Je vous croyais un chasseur et vous voilà devenu un poète inassouvi. Et cela vous ennuie? Non, cela me trouble. Je me demande avec qui je suis. Le poète qui a trouvé sa muse ou le chasseur séducteur usant de la poésie comme une ruse? Vous aimez et vous séduire pour que vous m'aimiez en retour sont mes souhaits les plus ardents en ce jour. Mais parler de ruse, non, je ne puis l'admettre. À la chasse, comme dans la vie, j'ai toujours été sincère et droit. C'est pour cela d'ailleurs que je suis victime de coups bas et de dires malfaisants qui m'ont obligé à fuir comme un lâche. Aujourd'hui, je suis là, sans panache, à attendre que mon père voie enfin mon innocence dans toute sa clarté. Et par ailleurs, plus j'attends, plus je suis amoureux de vous. Alors, je vous parle à cœur ouvert et sans tabou. Si je vous ai dit des mots qui vous ont paru déplacés ou confus, je vous prie instamment de m'en excuser. Non, point d'excuse. J'aime vos mots poétiques. Seulement, je ne m'attendais pas à tant de délicatesse. En plus, vous me présentez des excuses. Des excuses de la part d'un prince persan. Décidément, vous êtes plein de surprises. Vous êtes surprise? Quelle image aviez-vous de moi? Si cette image était si rude, pourquoi avez-vous quitté votre palais pour venir me voir? Ah, était-ce une méprise? Quand j'étais à mi-chemin, je me le suis demandé. Une princesse qui se lance dans cette aventure sur la foi d'un portrait. J'allais venir vous voir seul et sans soutien, dans votre palais, entouré de votre cour. Qu'auriez-vous pensé de moi? Une fille facile comme on en voit tant d'autres? C'est ce que la cour aurait pu penser, mais certainement pas moi. Moi, ce que j'aime en vous, c'est votre indépendance. Votre manière de monter Chabdise, de faire la course, de tenir tête à un prince persan. Pensez-vous réellement vous dire? Est-ce que le matin, le soleil remplit l'univers de sa lumière? Est-ce que le feu qui brûle dans nos temples sont éternels? Est-ce que la couleur de vos yeux est bleue comme le ciel? Est-ce que les coquelicots de nos champs sont aussi rouges que vos lèvres? Est-ce que la nuit se perd dans votre chevelure quand elle est en peine? La réponse à toutes ces questions est clairement oui. Aussi clairement que quand je vois le soleil au zénith. Je pourrais vous écouter ainsi toute ma vie et vous croire sans faillir. Ne disons plus rien. Laissons cet instant immobile.
Quelque temps après, Khosrow reçoit un messager lui annonçant que son père est mort lors d'un révolte et que les notables le demandent pour venir et retrouver le trône. Et il vient d'annoncer ça à Shirin. Oh mon amour, je vous cherchais désespérément. Qu'y a-t-il? Qu'est-ce qui vous tourmente? Je viens de recevoir un message important de Bozo de Mer, qui n'est pas de bon présage. Mais que dit ce message? Je n'ai jamais vu une telle gravité sur votre visage. Le roi Hormuz a été assassiné lors d'une nouvelle révolte de notables. Oh, je comprends votre chagrin incommensurable. Nous n'étions pas très proches, mais malgré tous nos malentendus, j'espérais que nous pourrions un jour nous retrouver en paix de son vivant. C'était mon père, le roi des rois. Désormais, c'est donc vous le nouveau roi. Rien n'est moins sûr. J'ai été renié par mon père, cet infâme Bahram. Bahram Tchoubine guette le trône depuis toujours. Je dois agir vite. Une partie de notables me soutient et m'appelle pour remplir mon devoir. Et vous vous y précipitez tête baissée. Avez-vous confiance dans les protagonistes de cette histoire? Il est des moments où un homme doit prendre des risques et jouer son rôle dans le tumulte de l'histoire. Je suis conscient que c'est une aventure périlleuse. Mais ne pas répondre présent serait une offense pour ma lignée et mes croyances. Un grand empire requiert de grands hommes qui savent faire face aux défis et prendre des risques. Je dois montrer que j'en suis digne et que mes sujets peuvent me faire confiance. Je ne peux réfléchir aux dangers qui me menacent. Je dois tenter de sauver le trône, quels qu'en soient les risques. Toute ma vie. Oui, toute ma vie. Je me suis préparé à devenir roi. Aujourd'hui, c'est à mon tour de montrer que j'en suis capable. Je suis parti de Tisfoun comme un voleur, car mon honneur m'interdisait de me battre contre mon père. Aujourd'hui, j'y retourne en prince pour récupérer mon trône. Je dois absolument sauver notre empire, même au péril de ma vie. Et notre amour s'évanouit. Quelle que soit l'issue de cette histoire, notre amour sera éternel, chanté par des poètes persans. Si le destin me vient à l'aide, cette absence sera brève. Oui, brève. Je suppose qu'il est inutile d'essayer de vous faire changer d'avis. Ma mère avait donc raison. Votre destin royal sera toujours votre horizon. Vous parlez d'un amour immense et éternel et il vous a fallu quelques minutes après cette lettre pour partir dans une direction diamétralement opposée. J'aimerais croire à vos sentiments d'amour, mais le sort peut être si cruel. Comment vivrais-je sans vous? Comment affronter cette angoisse amère? Aujourd'hui, par ma foi en Ahura Mazda, je vous promets devant la terre, la mer, le vent, le feu sacré de le temple, que j'accomplirai mon destin en réalisant deux vœux.
rétablir l'honneur du trône d'Iranshar et vous faire la reine de ma couronne. Je veux croire en votre amour et vos promesses, pourvu que le destin vous aide à réaliser ses vœux. Mes yeux et mon cœur vont suivre vos pas partout. La guerre civile fait rage. Khosrow essuie des revers et il est en difficulté. Alors il n'a pas d'autre choix que de faire alliance avec l'empereur romain. Et par-delà, se marie avec la fille de l'empereur. Alors il vient d'annoncer ça à Shirin en se déplaçant, en venant en Arménie. Que Dieu soit loué. Vous êtes sains et saufs. Je m'inquiétais pour vous. J'ai eu vent de vos déconvenues et de vos difficultés à contenir cette insurrection. Oui. Nous avons dû abandonner provisoirement notre palais et notre état à cet opportuniste Bahram, ce salaud. Mais il ne tardera pas à revoir le retour de notre lame qui lui infligera son ultime correction. Vous n'avez donc pas abandonné l'espoir de récupérer le trône. Cela vous étonne? À vrai dire, non. Je retrouve votre esprit conquérant. Néanmoins, quand j'ai vu arriver votre Deraf Shankaviani, suivi de votre cour, j'avoue qu'un instant, seulement un instant, j'ai pensé que vous veniez pour moi et notre amour. Cela me semblait trop idyllique de penser que nous allions vivre amoureux et coupés du monde loin de tout ce brouhaha. Vous, l'héritier de l'empire de Reranchar, et moi, l'héritière de la couronne d'Arménie. Vous avez raison, vous avez raison. Nous avons des devoirs qui nous dépassent. Oui. Pendant cette période néfaste, nous devons d'abord nous battre afin de retrouver un jour l'harmonie. On peut toujours rêver, même quand on est une princesse. Dire que toutes les petites filles rêvent d'être à ma place. Si elles connaissaient toutes les obligations et vicissitudes que cela entraîne. Oui. Mais ma présence mettrait en danger votre cour. Mon nom et mon sang menacent ces usurpateurs qui convoitent mon héritage. Oui. Tant que je suis vivant, le Farvahar me désigne comme le roi. Moi et personne d'autre. Ils viendront chercher querelle à votre royaume pour avoir ma tête. Voilà. Nous saurons nous défendre. Je voudrais tellement le croire. Mais hélas, les ressources de notre pays sont immenses. Si on laisse Bahram mettre la main sur le pouvoir, garder votre royaume sera sans espoir. J'ai encore des divisions d'Azadan fidèles, et avec des alliances pertinentes et utiles, nous arriverons à le vaincre, à le mettre en cendres. Une alliance avec l'Arménie? Oui, mais pas seulement. Je viens de Constantinople. Nous avons trouvé un accord avec l'empereur de Byzance. L'empereur Maurice nous aidera à nous débarrasser de cette félonie. Un accord entre la Perse et Byzance?
Qu'est-ce qui garantirait cette alliance sans précédent? Hélas, mon amour, l'empereur Maurice exige un mariage royal avec sa fille. Ah ben, je sais que cela peut paraître cruel, mais pour moi, ce ne sera qu'un mariage contractuel. Vous savez, mon amour sera toujours pour vous. Vous restez le seul être à remplir mon cœur et mon âme. Vous resterez ma seule et unique confidente. Oui. Vous avez donc déjà choisi votre femme, votre reine et votre prix. Votre vie a pris son chemin. Pourquoi êtes-vous venu ici? Pour porter le coup de grâce à notre amour? Et moi qui ai cru à vos promesses, ma mère avait raison. Je n'ai pas voulu la croire. Aveuglé par vos charmes, j'ai manqué de sagesse. Mais mon amour est toujours pour vous. Il s'agit de la gouvernance du pays et de la sauvegarde de mon trône. J'ai des obligations vis-à-vis de mon peuple, de ma dynastie et de l'histoire. Si vous saviez à quel point j'aurais aimé que tout cela cesse. Pouvoir tenir mes promesses et vivre avec vous jusqu'à notre vieillesse était mon vœu le plus cher. Oui. Expliquez-vous, quelle est la raison de votre présence ici? Vous êtes mon premier et mon seul amour. Je voudrais vivre avec vous pour toujours. Voilà. Si vous l'acceptez, je voudrais demander officiellement votre main. Ainsi, nous allons pouvoir construire une famille. Demandez ma main à ma mère pour devenir la seconde épouse. Et vous pensez qu'elle acceptera? Nous allons aussi lui proposer d'adhérer à cette alliance et notre union sera naturelle dans ce cas. Oh, je vois. Tout est calculé à l'avance. Je reconnais l'empreinte de ce stratège, ce joueur d'échecs. C'est Bozorgmer. Il a manigancé tout ce plan. Vous avez bien appris vos leçons. Vous voilà enfin prêt pour le trône. Bozorgmer doit être fier de votre discours magnifique. Mais je ne suis pas une sotte. Je vois bien dans votre jeu et votre recherche de dot. Vous avez de toute façon besoin de notre aide et vous pensez que notre reine se précipitera dans cet arrêt? Et puis moi, qui suis-je? Un pion qui a déjà cru en vos promesses? Une poupée que l'on prend et que l'on délaisse? Comment appelez-vous cela? Faire d'une pierre deux coups? Vous avez raison pour ma mère. Elle a de l'ambition et acceptera votre proposition. Et moi, j'ai le sens du devoir. Pour l'intérêt de mon pays, je deviendrai votre seconde épouse. Mais sachez que avec cette alliance, vous gagnez ma main, mais vous perdez mon cœur. Je demanderai à ma mère de garantir mon indépendance. J'exige de conserver mon statut de future reine d'Arménie. Je serai votre partenaire, mais pas votre ami. Vous gagnez une femme politique et vous perdez l'amour. Je comprends votre réaction, je la comprends parfaitement. Nous étions amoureux, non? Et fiers, tous les deux. Hélas. Maintenant, votre fierté prend le dessus. Vous m'aviez parlé de l'ironie de l'histoire, quand nos chemins s'étaient croisés au bord de l'étang. Et voilà encore le destin qui nous joue des tours. Oui. Eh oui. Vous m'aviez reproché ma fierté à l'époque. Mais voyez-vous, je reste d'abord et avant tout amoureux de vous. Pour sauver mon royaume, je dois quémander des aides et accepter des mariages qui me font perdre votre amour. Qui est
les plus orgueilleux de nous deux. Hein? Ne tournez pas le dos au bonheur par excès de fierté. Nous allons nous unir pour toujours. Oui, pour toujours. Je n'ai plus confiance en vous. Vous n'êtes plus celui qui chassait les lions pour prouver sa droiture. Désormais, c'est la raison d'État qui vous mène comme un renard rusé. L'amour est un combat. On le perdra si on utilise les mêmes armes. Je suis votre exemple. Mais je garde ma fierté. Ne vous inquiétez pas pour moi. Ni pour mon bonheur. Si vous y tenez, vous pouvez souffrir seul de ce chagrin. Moi, je ne suis pas de celle qui pleure pour un homme qui me fait passer au second plan. Quelques années ont passé. Shirin est devenue la seconde épouse, mais ils ne se parlent plus avec Khosrow. C'est orageux entre les deux. Et puis c'est à ce moment-là qu'arrive le personnage de Farhad, un tailleur de pierre, qui a vu de loin Shirin un jour, est tombé amoureux de Shirin, on ne sait pas pourquoi, amoureux fou, un amour pur. Et depuis, il n'arrête pas dans la rue de déclamer des poèmes pour Shirin et crier sur les toits son amour pour Shirin. Bien entendu, le roi est gêné et avec son premier ministre, il trouve un stratagème. Ils vont voir Farhad. Il lui propose de lui laisser Shirin s'il accepte d'aller en secret dans les montagnes de Bisotun et de creuser la montagne et de scinder la montagne en deux. Et Farhad accepte. Shirin est informée de cette histoire et elle s'étonne de ce personnage Farhad. Pourquoi il est amoureux d'elle. Donc elle voudrait découvrir le pourquoi. Alors elle va en incognito dans cette montagne pour rencontrer Farhad. Bonjour, maître tailleur. Que ton labeur soit récompensé. Bonjour, belle inconnue. Quel étonnement de voir un visage si doux et agréable dans cette montagne si rustre. Que fais-tu seul dans cette contrée? J'ai entendu dire qu'un tailleur de pierre s'est attaqué tout seul avec sa pioche au cœur de cette montagne féroce. Cela a piqué ma curiosité et je viens le constater de mes propres yeux. Oui, j'ai l'ambition de scinder cette montagne en deux. C'est ma tâche, mon fardeau. Pourquoi creuses-tu le cœur de cette montagne, majestueuse sous cette chaleur insoutenable? Pourquoi ce martyre? Je ne peux pas vous le dire pourquoi, mais cela me guérit d'un mal qui me déchire. Un mal? Une maladie? Non, une maladie rend faible. Malade, tu ne pourrais pas casser tes pierres, sauf si c'est une maladie du cœur, une maladie d'amour. Un amour éconduit, un amour inaccessible. Comment as-tu deviné ce qui est enfui au fin fond de mon cœur? Tu lis en moi comme un livre ouvert. Es-tu une sorcière? Une prêtresse des anciennes déesses? Ou est-ce la souffrance inaudible de mon âme qui rejaillit sur mon visage? Es-tu si sensible? Non, je n'ai pas de pouvoir magique, mais je connais ta souffrance. Moi aussi, j'ai souffert de ce mal qu'on appelle amour. Maintenant, je suis guérie.
et j'explore le monde pour trouver un sens à la vie. Moi aussi, j'ai fait des choses insensées par amour. Je n'ai jamais su dire pourquoi et personne n'a su lire la souffrance sur mon visage. Je me suis simplement dit qu'il n'y a que l'amour pour pousser quelqu'un à vouloir scinder une montagne. Oui, tu as raison. C'est par amour. Que peut-on faire par amour? Scinder une montagne? Ce n'est rien. Naviguer sans équipage jusqu'aux contrées sauvages? Ce n'est rien. Attraper la lune pour éclairer les dunes? Ce n'est rien. Ramasser les étoiles pour égayer une toile? Ce n'est rien. Maîtriser l'océan et ses vagues pour en faire un lac? Ce n'est rien. Pour un amoureux, il n'y a rien qui puisse maîtriser sa fougue. À la fin, l'amour est toujours vainqueur. Cet amour immense est pour qui? Quel est son nom? C'est un secret entre moi et cette montagne. Pour pouvoir conserver son amour, j'ai juré de ne pas révéler son nom. Elle est plus belle que moi? Sans vouloir vous offenser, je ne peux répondre que oui. Certes, vous êtes belle, mais comprenez-moi, elle est ma belle. Elle est la beauté de mon existence. Elle est la reine de la grâce qui affole mes sens. Sa beauté, c'est ma foi. Comment l'as-tu rencontrée? Je l'ai vue, une fois, de loin. Nous ne sommes pas du même monde. Il m'est impossible de la rencontrer. Je sais, cela peut paraître fou à la vue des gens. Moi, on me l'a souvent dit. C'est cela mon drame. Seuls les amoureux peuvent me comprendre. Un amour immense n'a besoin que d'étincelles. N'est-ce pas? Ce amour devait être en moi depuis toujours, en tout cas. C'est ce que je pense, c'est ce que je ressens. Il lui a suffi d'un regard au loin pour mettre le feu à mon âme. Depuis je brûle d'une flamme qui illumine mon existence. Avant, je déclamais mes poèmes dans les faubourgs et maintenant, je frappe ma pioche dans le cœur de cette montagne. C'est mieux comme ça. Au moins, plus personne ne vient me dire que je délire. Je suis seul, face à cette montagne immuable, je me débarrasse de ma douleur en la perçant avec ma pioche. Elle ne connaît pas la douleur des hommes qui la contemplent, comme ma bien-aimée. Et si tu pouvais la rencontrer, que lui dirais-tu? Je lui dirai les mots les plus beaux de l'univers, ceux que le cosmos ne connaît pas encore. Je les créerai du néant pour que ce moment sacré de notre histoire soit une explosion intense. Les mots envahiront la terre et l'espace sidéral pour s'acheminer vers elle comme le point culminant de l'espoir. Je lui dirai quoi? Je ne sais pas. C'est un rêve qui me laisse quoi? Un rêve ne se prépare pas. On le vit sur le moment, avec émoi. Ou peut-être rien. Et si rien ne sortait de ma bouche? C'est possible, car je serais trop ému. Ton amour absolu est hors du commun. Elle pourrait être effrayée par un amour si acharné, si affolant. Je calmerais mes ardeurs si elle le voulait. Je resterais muet si elle le demandait. Je serais aveugle si elle le décidait. Je serais son ombre affable et aimante. Et si elle préférait un homme fort et puissant? Comme le roi des rois? Ne me tourmente pas. Elle n'est pas ce genre de femme. Celles qui veulent être séduites et désirées et non pas chéries et aimées par un amour sincère et envoûtant. Comment le sais-tu et d'où vient ton assurance? Elle cherche inévitablement l'amour, car j'ai entendu dire qu'elle avait déjà, par le passé, dans sa jeunesse, tout abandonné pour un puissant, un galant qui lui avait fait la cour et promis l'amour.
Séduite par sa romance, elle avait tout abandonné, laissé derrière elle. Déçue par l'errance de ce galant puissant, elle le refuse depuis, malgré son insistance. Elle aurait fait donc cette folie par amour pour l'autre. Sinon, pourquoi d'autre? Quand on est jeune, on peut faire des folies pour tant de causes. Défis, dogmes, ignorance. Et puis qui peut savoir pourquoi elle le refuse maintenant? C'est peut-être par vengeance. Parfois la vie nous tend des pièges déments. Peut-être. J'aime continuer à croire que c'était pour chercher un amour pur. Si c'est une vengeance, cela veut dire qu'il y a encore des sentiments. La vengeance vient de la haine, mais il n'en reste pas moins que c'est toujours un sentiment. Et pauvre de moi, avec mon amour même immense, comment puis-je me battre contre ce rival si puissant? Comment savoir le pourquoi de nos actions et nos réactions dans la vie? On fait des choses sans réfléchir, et puis on cherche des explications à tous ces aléas. Je sens que cette histoire t'affecte profondément. J'entends un écho sourd dans ta voix grave. As-tu connu pareil déboire? C'est pour cela que tu es là? Oui, j'erre encore dans mon désespoir. Comment savoir si nous sommes animés par l'amour ou le désir? Tu parles d'un amour absolu et sans condition, mais quelque part, quelque chose te pousse à aller chercher cet amour. Quelque chose qui te fait faire tant de sacrifices. Briser à main nue cette montagne massive, te battre contre les ruses et les vices. Qu'est-ce qui te pousse ainsi? L'amour, le désir? Ne pas savoir les distinguer, quel gâchis. Moi, je le sais. Est-ce une certitude ou un élan inconscient? Peut-on être amoureux si on est conscient? Et elle a-t-elle conscience de tous tes déboires? Il faut être deux pour s'aimer, n'est-ce pas une évidence? Elle m'aimera quand elle verra la pureté de mon amour. Je lui donnerai ce qu'elle cherche, même si elle ne le sait pas encore. Que cherchons-nous dans la vie? Un amour pur et inconditionnel qui nous apaise dans le confort et fait oublier le monde? Ou un amour de désir qui nous lance des défis et nous tourmente? Quand notre esprit et notre corps ne sont pas en harmonie, nous errons dans les méandres des doutes. Que cherche-t-elle? Elle ne le sait sans doute pas encore. On arrive à la fin de notre lecture, mais comme on dit en France, tout doit se terminer par chanson, par une chanson. Comme cette histoire parle d'amour et du désir confronté au destin, on a choisi une chanson que Léla va vous chanter, car le destin en persan, ça veut dire Salnevesht. Littéralement, ce qui est écrit à l'avance. Mais est-ce qu'on peut changer ce qui est écrit à l'avance? Est-ce qu'on peut effacer le passé et le réécrire? On va savoir. سرنوشت را باید از سر نوشت شاید این بار کمی بهتر نوشت عاشقی را غرق در باور نوشت قصه ها را قصه ای دیگر نوشت از کجا این باور آمد که گفت گر رود سر بر نگردد سر نوشت گل بکارین از دل گل گل برارین
در زمستان در بهاران زیر باران گل بکاریم گر بخواهیم یا نخواهیم باغبان روزگاریم سرنوشت را باید از سر نوشت شاید این بار کمی بهتر نوشت عاشقی را غرق در باور نوشت قصه ها را قصه ای دیگر نوشت از کجا این باور آمد که گفت گر رود سر بر نگردد سر نوشت گر تو روزی راز این بازی بدانی نکته رمزش بخوانی لحظه های زندگی چون موج دریاست گرچه سرد و سخت زیباست موج این دریا رود سر بر گذشتن سرنوشتت سرگذشتم بر فراز قله باور سفر کن بال خود را بازتر کن همچو حافظ پای کوبان و غزل خوان لشکر غم را بسوزان بر فلک سقفی نمانده این زمانه پر بزن تا بیکرانه سرنوشت را باید از سر نوشت شاید این بار کمی بهتر نوشت عاشقی را غرق در باور نوشت قصه ها را قصه ای دیگر نوشت از کجا این باور آمد که گفت گر رود سر بر نگردد سر نوشت قصه ای از سر نوشت قصه ای از سر نوشت On est dans l'émotion. Oui, encore oui. On peut rien dire. Le silence après Léla, c'est toujours du Léla. Une première réflexion après la réflexion, c'était très réussi. Je me demandais, est-ce que ces trois personnes, finalement, on peut dire qu'elles sont toutes les trois très malheureuses, ou par un sens du sacrifice, finalement, elles trouvent leur part de bonheur, Rousseau, parce que finalement, il se sacrifie à son empire, le tailleur de pierre, finalement, il est heureux dans son amour,
inassouvi. C'est toujours, tous les personnages sont déchirés par leurs contradictions, toujours. C'est ça qui rend dramatique une histoire. Quand les gens sont effectivement, d'un côté ils sont heureux et malheureux, et le basculement entre les deux, effectivement, qui les rend attachants. Effectivement, Shirin, elle a sa fierté, Khosrow, pareil, ils sont déchirés, il y a le devoir, et le sentiment, où commence l'amour, enfin, je pense que c'est quelque chose où on est tous confrontés. On voudrait faire des choses, mais par le devoir, il faut qu'on gagne de l'argent. On voudrait tous de faire des choses très sympathiques, mais d'un côté, on a des devoirs. Et effectivement, c'est ce qui rend tous les gens, en le lisant, cette histoire, se mettent à la place des personnages. Et c'est ça qui le rend attachant. C'est ça qui rend universel aussi l'histoire. Oui, non, si tu me permets, j'ai des choses à ajouter. Vas-y, ajoute, parce que de toute façon, il a déjà lu, il y en a qui certains qui l'ont déjà lu. Oui, parce que j'ai vu, c'est génial. Non, mais en lien avec la question que monsieur vient de poser, je voudrais vous ajouter que ce que vous avez dans la tête comme la tragédie, ce qu'on connaît ici en Occident, la tragédie en tant que telle, elle n'existe vraiment pas en persan. Il s'agit plutôt soit de d'épopées comme Ferdowsi, Rostam et Sohrab, tout ça, soit des histoires inspirées par la réalité, comme il vient de dire, nous expliquer. C'est donc l'une des histoires les plus réalistes possibles. Hein, c'est inspiré de l'époque sassanide, de l'époque pré-islamique, avant l'invasion des Arabes. Et puis, voilà, c'est en quelque sorte notre racine par rapport à Corneille. Les gens ne sont pas devant le dilemme, ne sont pas devant un choix. Enfin, c'est l'amour qui règne partout. C'est ça qui rend, comme il dit, voilà, l'histoire dramatique. Et une autre chose, oui, même dans Shahnameh, je ne sais pas si vous connaissez le Ferdowsi, là on parle souvent de la tragédie, mais c'est vraiment pas la tragédie comme on connaît ici, la tragédie française inspirée par les Grecs, tout ça, parce que ni Rostam, le héros, ni Sohrab, ils ne se trouvent pas devant un dilemme. Et c'est l'histoire, c'est enfin des éléments de l'histoire qui les fait arriver à ce point. Et finalement, comme vient joliment expliqué Orenc, c'est le cœur de l'histoire qui nous attire. C'est cet amour qui nous attire. C'est cette réalité amoureuse. C'est une histoire vraiment réelle. On ne connaît pas vraiment du réalisme tel que Khosrow, Shirin et Farhad, leur histoire dans notre littérature classique. Et d'ailleurs, ça a écrit par la première fois par Nazami, et après a été repris. Tout à l'heure, tu disais en Inde, on le connaissait, parce que justement, un autre poète persanophone indien qui s'appelle Amir Khosrow Dehlavi l'a recréé à sa manière. Il y a eu plusieurs interprétations. Et ça a même inspiré les peintres iraniens. C'est l'une des rares personnages femmes que vous voyez nues dans le tableau. Il y a des scènes... voilà. Effectivement, quand ils se croisent, quand Shirin vient citer Spoon, elle est sur le lac, elle est en train de se baigner, Voilà. et Khosrow le voit, donc voir une femme nue, c'est la partie du livre qui a dû attirer beaucoup de gens. C'est le grand... Oui, ça a inspiré même les peintres iraniens. Vous en rencontrez même, par exemple, dans le palais Chel Sotoun, qui veut dire littéralement 40 colonnes à Ispahan. Il y a une grande scène, une fresque sur le mur, et qui représente la scène de la baignade de Shirin, toute nue. Et voilà, bon, après, au moment de la Révolution, ils ont un peu abîmé le truc là. Mais oui, c'est la source d'inspiration de beaucoup
d'histoire et d'art, de miniature et de peinture après Nezami. Voilà. Ce qui est très étonnant avec ce qu'il a fait Nezami, c'est que Farhad arrive et qu'il tombe amoureux sans raison et qu'il soit à tel point amoureux, c'est quand même improbable. Quand même, donc il y a beaucoup de réalités qu'il a rajouté, mélangées avec des choses improbables pour justement mettre en relief les contradictions des êtres humains, de montrer ce qu'ils pensent vraiment. On fait des choses sans réfléchir, on suit nos destins. Et puis l'amour, ça arrive, on se demande est-ce que c'est vraiment l'amour ou c'est l'intérêt quand on se marie, et pourquoi on se marie, est-ce que c'est vraiment l'amour? C'est quoi l'amour pur? C'est tomber amoureux d'un regard, est-ce que ça arrive? Est-ce que vraiment on en parle? Mais lui justement, il joue là-dessus pour mettre en contradiction. C'est une histoire vraiment très réelle et intemporelle sur les égos des gens. Il y a l'ego et l'amour. Alors, c'est quoi l'amour? Même après la rédaction, après après les amis ou les autres qui l'ont écrit, l'histoire reste, continue à être authentique. Les gens, parce qu'à l'époque il n'y avait pas encore la science de l'archéologie, tout ça, les gens attribuaient des choses à cette histoire. C'est-à-dire qu'il y a des bas-reliefs, il y a des statues, il y a des inscriptions dans les montagnes, par exemple du Kermanshah à l'ouest de l'Iran, et les gens les attribuent à cette histoire. Ils disent c'est Farhad qui l'a fait. Voilà. En fait, c'est Haramaneshit qui l'a fait. Après, ils ont trouvé que c'était des dessins d'Haramaneshit. Oui. Et ce qui est intéressant aussi, il y a eu un phénomène, aujourd'hui on dit spin-off dans les séries américaines, donc il y a un personnage qui se détache. Il y a des gens en Iran qui racontent que l'histoire de Shirin et Farhad. Ils oublient la partie Khosrow et Shirin. Il y a eu même une distinction. Il y a eu beaucoup des films où ils racontent que la partie Shirin et Farhad. Parce que vous allez voir, parce que c'est quand même, il y a beaucoup de rebondissements. Je l'ai gardé pour que vous lisiez le livre. C'est quand même un peu comme page publicitaire. Ce qui en fait, ça finit mal. Hein. Enfin, toujours à la fin. Une question personnelle. En regardant votre spectacle et écouter la musique, je me disais, quand vous écriviez, c'était sans musique? Oui, c'était sans musique, mais c'était sans musique, mais je les écrivais comme un poème. Parce que moi, je fais d'abord la poésie avant d'écrire, c'est mon première pièce. Avant ça, je faisais la poésie, mais tous les comment ça s'appelle? C'est pas en vers, mais il y a quand même pas mal il y a pas mal de musique de versification dedans. Oui. J'ai eu pas mal de vers et encore après je l'ai réduit un petit peu, il y avait beaucoup de vers. Mais effectivement, je l'ai écrit comme un poème. Il n'a pas vos cassettes? Non, mais on se voit souvent. C'est une maison habitée par la musique. Donc... Non, mais bon, il y a quelque part, la musique est dans ma tête. Oui. C'est notre héritage iranien, la musique qui joue comme un. C'est sûr que j'ai grandi avec et c'est ça qui transpire après dans tout ce qu'on dit, dans les poèmes persans, transpire la musique, c'est normal. Et vous ne chantiez pas non plus? Non. C'était pas prévu ça au programme. À vrai dire, l'idée au départ, j'avais eu l'idée de faire que des poèmes et que ça soit dansé derrière. C'est-à-dire, mon idée première, c'était de faire un ballet, une sorte de ballet où on déclame un poème et derrière un danseur, une danseuse danse Khosrow et Shirin et après Farhad, tout ça dansait. Bon, c'est trop ambitieux parce qu'il faut trouver des danseurs, il faut trouver la musique, il faut que quelqu'un fasse la musique. Mais il ne sait pas danser. Pas encore. Hamid, il sait tout faire. Mais plus tard, donc peut-être plus tard, pourquoi pas, justement. Moi j'aime beaucoup effectivement que la musique, qu'il y a la musique associée à la pièce et aussi la danse derrière. Comme c'était plus compliqué, je dis donc je vais écrire d'abord la pièce de théâtre, après on va le monter. Une fois que la pièce est montée, on fera un ballet après, pourquoi pas. J'espère. Oui. Bon, ça, on y arrivera. Si Farhad a réussi à ascendre la montagne. On va se retrouver autour d'un verre maintenant. Si vous êtes d'accord, on peut continuer à échanger. Ouais. Merci. Merci.